Monde numérique. On est aussi, chaque entité économique, de même que chaque individu, est aujourd'hui une cible potentielle pour les hackers, pour ceux qui veulent récupérer de la donnée. Toutes les données ont de la valeur, c'est un marché, c'est un business et il faut en être conscient aussi pour voir quels sont les investissements à un moment donné qu'il faut faire pour protéger cette valeur, pour protéger ces assets. Bonjour Maria Iacono. Bonjour. Ravi de vous recevoir à nouveau. Vous êtes directrice de Ready for It, enfin Ready for IT, on peut dire également, puisque librement. Il y a un jeu de mots, on l'a voilà, compris. Le jeu de mots est bien compris. Exactement. Événement qui a eu lieu à Monaco du 20 au 22 mai 2025. Et puis à nos côtés également, Arnaud Philippe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur qualité et sécurité chez Médiamétrie, Absolument. l'Institut de sondage, et vous êtes membre du comité éditorial de l'événement, donc associé de très près à l'organisation et au déroulé de ce Ready for It. 6e édition, comment ça s'est passé, Maria ? Beaucoup d'effervescence, beaucoup de besoins. Le bilan est assez dense. On a vraiment senti ce besoin de se retrouver encore plus. Et c'est triste quelque part parce que ce besoin n'est toujours pas comblé quelque part. Parce que vous êtes d'édition en édition, voilà. Le constat est là de cette effervescence est positive, mais quelque part, c'est-à-dire que les besoins sont encore là. Alors les besoins qui sont surtout exprimés par les DSI, ce qu'on appelle les responsables informatiques dans les entreprises, c'est à ces besoins-là, leurs préoccupations que vous êtes fixés, que nous souhaitons répondre, que vous souhaitez répondre, c'est tout l'enjeu de cet événement. Sachant que il y a différents enjeux, quels sont-ils ? La coupe est pleine, on va dire comme ça. Tout d'abord, on part d'un constat géopolitique, si on va prendre une largeur, un constat géopolitique très intense, très complexe, on ne va pas y revenir en détail, ce n'est pas le rendez-vous, mais c'est le point de départ. Oui, il y a eu l'affaire des droits de douane, américains, etc. En cette semaine, ces jours-ci, j'ai l'impression qu'on oublie, mais on a quand même démarré l'année avec une grosse crise financière. On a parlé de vraiment guerre économique, quand même, donc un contexte budgétaire très, très compliqué. Suivi tout ça avec un enjeu de cybersécurité croissant de plus en plus, surtout sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui sont vraiment la cible, qui ont l'intérêt pour Ready for It. Et dans tout ça, avec un contexte réglementaire loin d'être limpide. Eh ben voilà, vous avez tout énuméré, donc je vous propose qu'on passe un petit peu tout ça en revue, qu'on évoque toutes ces problématiques, et puis avec vous également Arnaud, puisque vous êtes aux premières loges. Ça s'est bien passé ce salon ? Très bien. Ouais. Contact intéressant avec les DSI, vous les sentez inquiets ? Inquiets, je ne sais pas s'il faut dire inquiets. Ils ont plein de points d'interrogation dans la Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a un horizon qui est pas bouché, mais qui est un peu encombré. Oui. Encombré. Autant la brume était très loin les années précédentes, autant là, elle s'est bien approchée, et réussir à se projeter est parfois un peu compliqué. Ça veut dire que ça demande beaucoup d'agilité dans la manière dont on va aborder les problématiques et une adaptabilité quasi constante. Donc voilà, il faut avoir des épaules et des reins un petit peu solides pour assumer les missions qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, notamment, parmi la pression qui pèse sur ces ETI, il y a la cybersécurité, et ce qu'on appelle le risque cyber. Il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans qu'on évoque un piratage, une fuite de données, etc. Est-ce que les entreprises françaises parviennent à faire face à cette pression ? Je dis pas, le risque, il est omniprésent, mais ça devient vraiment une pression quotidienne, en fait. C'est une pression quotidienne, c'est aussi... le corollaire, c'est aussi la nécessité d'avoir une sensibilisation constante de l'ensemble des équipes à ce risque. On sait que le premier vecteur de la réalisation d'un risque, c'est le vecteur humain. Ouais. Donc, c'est le maillon faible. C'est nous, le maillon faible. On est tous potentiellement le maillon faible. On est tous susceptibles à un moment donné d'avoir le mulot un peu rapide et de cliquer quand il ne faut pas. Et donc, il y a une nécessité là de sensibilisation, d'acculturation de l'ensemble des collaborateurs sur la bonne réaction à avoir,
Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de zéro défaut. Il n'y a Mmh. pas de, il y a pas de risque zéro. L'idée, c'est que chacun agisse prudemment et si jamais on se retrouve face à un risque, et ben à ce moment-là, d'avoir la bonne réaction et la réactivité qui convient pour éviter, pour circonscrire vraiment l'incendie qui a pu être allumé. Ouais, au cours du salon à Monaco, il y a notamment Benoît Grunemwald qui est intervenu de EZ, qui est en plus est un habitué de monde numérique. Alors suite à cette intervention ou d'une manière générale, quel est le principal risque aujourd'hui pour les entreprises? C'est quoi? C'est ce que vous disiez, c'est le mulot qui clique un peu trop vite, c'est donc faire rentrer le loup dans la bergerie, etc. Exactement. Ça n'a pas changé. Hmm. Ça n'a pas changé. Après, et je reviens sur le contexte géopolitique dont Maria parlait, et les développements des derniers jours ne peuvent que nous inciter, bien évidemment, à la prudence. On est aussi, chaque entité économique, de même que chaque individu, est aujourd'hui une cible potentielle pour les hackers, pour ceux qui veulent récupérer de la donnée. Toutes les données ont de la valeur, c'est un marché, c'est un business, et il faut en être conscient aussi pour voir quels sont les investissements à un moment donné qu'il faut faire pour protéger cette valeur, pour protéger ces assets. Or, Maria. cela dans un contexte, on revient à la fameuse guerre économique, cela dans un contexte, dans une année si compliquée comme la nôtre, où les budgets se sont restreints de plus en plus, les choses se compliquent parce que on a d'un côté nos décisions, d'un côté les obligations de couper les coûts, mais la menace elle croît de plus en plus. Et le contexte géopolitique et économique s'embrase dans l'histoire parce que les mêmes entités de hackers peuvent travailler pour un dictateur et en même temps faire leur business comme une vraie société. On en avait parlé dans un des épisodes passés sur le côté business, cette savoir-faire business que nos hackers ont acquis tout récemment. Donc dans les entreprises, c'est le DSI qui se retrouve en première ligne face à ce risque-là et il a besoin de moyens. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le directeur administratif et financier, le DAF, il lui dit j'ai besoin d'argent. Et là, c'est là où ça coince. Ça serait trop simple comme ça. Ouais. Surtout ce qu'il faut se remettre. Il faut se remettre l'église au milieu du village. Le DSI, aujourd'hui, il n'est pas là il ne peut plus être juste un centre de coût et donc dire toc toc, j'ai besoin de dépenser tot pour me défendre. Il contribue à la marge de l'entreprise. Il a un rôle de plus en plus vraiment dans la gestion économique au sein de l'organisation. Donc ça serait trop simple de dire toc toc, j'ai besoin d'un budget. Ce n'est plus comme ça. Ouais, on n'est pas seulement sur la défensive. En fait, il doit. Arnaud parlait d'agilité. Moi, je parlais en plus de l'agilité d'être multitask. Il doit d'un côté accompagner de plus en plus les métiers pour les rendre plus performants parce que la poussée technologique pousse la concurrence et donc il ne faut pas se faire larguer, entre guillemets, excusez-moi pour l'expression, par les concurrents. Donc le DSI y contribue avec le business, avec le métier, à rendre l'entreprise plus performante, mais en même temps, il doit gérer la pression de la menace qui croît de l'autre côté. Donc c'est un jongleur. Je voudrais élire cette nouvelle. C'est un jongleur. C'est une nouvelle skill, une nouvelle compétence. Un nouvelle skill. De mon observation, ce que j'observe beaucoup les communautés des événements que je gère, c'est une communauté passionnante et passionnée, bien sûr, par sa capacité à avoir développé en si peu de temps, sous les dernières années, ses compétences en soft skills, justement, de partir d'une formation très souvent ingénieur à vraiment passer au cap business, entrepreneurial, marketeur, d'avoir cette capacité. Et c'est pour moi, cette poussée, cette génération de DSI, mais aussi RSI qui ont cette poussée, cette capacité de sortir de l'acquis d'ingénieur à pouvoir se projeter à vivre différemment ce métier. Ça peut faire peur, hein, il faut l'avouer. Hein. Et je crois que ce que nous a montré, en tout cas, ce que nous ont montré un certain nombre d'interventions au cours de Ready for IT, c'est aussi le fait que le DSI ou les équipes SI, si on veut généraliser, ont, si ce n'est l'obligation, au moins la nécessité de construire, tisser une relation au quotidien, notamment avec les partenaires financiers de l'entreprise. Il y a une nécessité d'avoir un dialogue. Ils arrivent à avoir le même discours? Alors, de mieux en mieux. Après,
Bien évidemment, ça dépend de l'économie de la société dans laquelle vous êtes. Une société qui est très orientée tech, ben, si à un moment donné, le directeur financier, c'est pas ce que l'entreprise fait, c'est un peu compliqué. Donc, dans ces sociétés-là, généralement, le dialogue est plus facile. Dans d'autres entités où le cœur de business n'est pas forcément la tech, bah là, c'est un petit peu plus compliqué et ça demande, là, au DSI, de développer une compétence pédagogique vraiment poussée pour pouvoir, à un moment donné, convaincre et, in fine, avoir les budgets nécessaires au projet de son entité. Oui, et on retombe sur ces impératifs d'agilité, quoi. Il faut être en phase avec les technologies, il faut avoir une vision, à la fois des opportunités, des risques, etc. Et puis savoir sensibiliser, en fait, en interne, c'est ce que vous dites. Exactement. Il faut sensibiliser et il faut vraiment que le DSI et le DAF se parlent régulièrement, échangent. Et on est vraiment là dans le tissu social de l'entreprise et la manière dont les entités, dont les hommes se parlent à un moment donné au quotidien pour faire comprendre leurs enjeux et, in fine, mieux travailler ensemble. Alors, quand ça se passe pas aussi bien, quand c'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil l'un et l'autre? Démissionner. Je rigole. Disons que pour regarder le verre, la partie à moitié pleine dans toutes ces situations, il faut aussi se dire que dans ce contexte sociétal, géopolitique, où il y a eu l'invasion des attaques, ce qu'il faut retenir de positif, c'est que les attaques aux parties les plus faibles de notre société, notamment les hôpitaux, ont quand même aidé à la sensibilisation de notre société, donc des acteurs au sein des organisations, donc les collaborateurs, donc les DAF. Donc il y a quand même une maturité qui s'est mise en place suite aux accidents. Que les attaques répétées contre les hôpitaux et leur médiatisation aussi, parce que ça a été grâce à vous, la médiatisation. Finalement, il y a quand même un aspect bénéfique, positif, c'est que ça a contribué à la sensibilisation. Comme tous les phénomènes, il y a toujours, bien évidemment, et je ne souhaite pas sous-estimer, bien évidemment, les dégâts qui ont été faits à chaque incident, bien évidemment. Oui, on s'en serait passé. Mais il est important aussi de retenir que il y a eu une maturité qui s'est mise en place, l'acculturation dont Arnaud parle, et justement on a eu un élan grâce à cela, et ça aide les échanges, ça aide la mise en place de nouvelles mentalités. Qu'est-ce qui se passe quelle est la différence entre pour ce problème-là entre les petites entreprises et les plus grosses, ou les petites qui grandissent? Est-ce qu'on arrive à conserver cette fluidité finalement? Une start-up, vous l'avez dit, les gens peuvent se parler, en plus ils ont tous la même culture, etc. Évidemment, enfin en théorie, ouais. Maria, vous faites oui, parce qu'en fait, encore une fois, tout dépend de secteur. Si on parle de start-up de tech, moi je suis assez proche des start-up, bien évidemment, de tout ce qui est IT et surtout cybersécurité. Des petites structures, c'est la base de leur métier. Alors bien évidemment, c'est un autre constat. Mais si on parle d'entreprises qui sont plutôt, si on revient au tissu des PME, le tissu qui fait partie de nos régions et qui sont vraiment, Redify est né par une volonté de coup de gueule des régions, de ces DSI qui sont isolés, qui font partie d'un réseau très important pour notre société et qui n'ont pas accès aux mêmes moyens que le reste. Donc oui, c'est très important de citer que ça vient de là, ça vient d'un vrai besoin qui n'est pas comblé à date. Sinon, il n'y aurait pas cette tension et cette effervescence, ce besoin d'échange qu'on a constaté sur place. Arnaud? Mais sinon, pour répondre à la question, je crois que c'est vraiment une question de culture d'entreprise et de management. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez soit un top management qui facilite les échanges et qui organise son entreprise pour que les échanges soient fluides, soit vous avez des gens qui construisent, alors c'est de moins en moins le cas, mais qui maintiennent des silos en place, et la construction de ces silos et le degré hermétique de ces silos bloque à un moment donné le dialogue. Et la conséquence, bien évidemment, c'est une faiblesse probablement cyber de l'entreprise en question, et puis, in fine, bien évidemment, un retard. Ouais. Le time to market aujourd'hui, il est aussi lié au fait que, en interne, dans le management de l'entreprise,
on a la possibilité de se parler et d'avancer tous dans la même direction avec le même état d'esprit, la même volonté. Donc, c'est une question de management, c'est une question de culture d'entreprise. Et il y a un vrai changement. J'ai démarré à ce poste il y a 6 ans où il y a vraiment, on était à la première édition de Ready4It et à l'époque, il n'y avait pas, enfin le DSI était dans son coin, le RSSI encore plus. C'était vraiment dans leur coin, c'était les techniciens qui faisaient tourner les machines quelque part. Mais en 5 ans, certes, on en a vu des choses, le monde n'est plus le même, mais quelle évolution! Quelle évolution qui a été apportée. Positive, pour le coup. Positive. Ouais. Positive. Alors, le risque cyber, évidemment, prégnant, très important. Et puis, il y a aussi les contraintes, on l'a évoqué au début, extérieures, géopolitiques, etc. Et notamment, cette tarte à la crème, je dirais, de la souveraineté Absolument. numérique. Qui était très, 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 très loin de nous. Oui, c'était loin. C'était loin. Aujourd'hui, ça y est, les entreprises sont de plus en plus disent, bon, ben, OK, il y a un problème, il faut qu'on soit souverain, il faut qu'on veille sur nos données, etc. Maintenant, comment on fait quand les seules offres de cloud que j'ai face à moi, c'est Google, Amazon, En fait, Microsoft. j'ai vraiment observé, encore une fois, Arnaud, en tant qu'acteur clé, sera la meilleure proposition pour expliquer tout cela. Moi, encore une fois, j'observe, de par mon poste, on est passé, ne serait-ce que de la 5e édition à la 6e édition de Ready4It, un changement de posture sur ce sujet complètement différent. Jusqu'à l'année dernière, on commençait à s'étiller parce que, historiquement, de toute façon, l'Europe ne fait rien. De toute façon, l'Europe ne fait rien. On n'a rien à disposition. Négocier le contrat, on ne peut rien faire. Et tout s'arrêtait là. Et les mois sont passés. Et aujourd'hui, en fait, il y a encore une fois, un changement de posture. Vous allez me dire que c'est non seulement une prise de conscience, c'est carrément un changement de posture de responsabilité. En fait, aujourd'hui, on est plutôt en mode, on se dit, en fait, peu importe si l'Europe bouge ou pas, nous sommes responsables d'où nous mettons les données. Nous avons à donner, à demander à nos prestataires où est-ce que cette data que je possède de mon entreprise et qui est vraiment mon propre patrimoine, où est-ce qu'il va? D'exiger, d'avoir cette responsabilité. En fait, c'est comme si tout d'un coup, il y a eu l'électrochoc en début d'année, vraiment suivi par les tensions géopolitiques, en disant, en fait, nous avons, une responsabilité, même dans les moindres structures, parce qu'on ne peut pas juste laisser faire. Donc ça, c'est vraiment un changement de posture que j'ai remarqué à l'espace de 12 mois. Oui, donc une entreprise... Arnaud, tu pourras, bien évidemment. Je crois que ce qui était tarte à la crème aujourd'hui est en train de devenir un vrai chemin de pensée dans la construction. Pardon ? Une valeur d'entreprise, quasiment. Presque une valeur d'entreprise, absolument. Et un nouveau Graal, quelque part. Alors, comme tout Graal, on ne l'attrape jamais. Mais c'est bien ça, le sujet aujourd'hui. C'est de se dire quels sont les outils que j'ai à ma disposition pour maîtriser ma data, quels que soient les acteurs. Alors, est-ce qu'ils existent, ces outils, justement ? Alors, il y a des acteurs nationaux qui émergent, qui commencent à là, c'est votre casquette médiamétrie pour le coup. Et c'est ma casquette de Ready4It qui a échangé avec différents partenaires et différents homologues. Oui, il y a des offres qui commencent à émerger. Oui, elles sont de plus en plus sérieuses, elles sont de plus en plus solides. Et il faut les soutenir. Donc, il faut les encourager. On parle de cloud, on parle d'applicatifs aussi, d'outils de communication interne, etc. Bien sûr. Après, je pense qu'il faut être réaliste. Si tous les acteurs économiques français décident demain de rapatrier toute leur data uniquement chez des acteurs français, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas les ressources en quantité ou en qualité ? Les deux. Ouais. Par contre, l'offre est de plus en plus importante, la possibilité de le faire est de plus en plus importante. Je pense qu'on a des acteurs qui sont de plus en plus solides sur le marché pour accueillir et rapatrier de l'information. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. On a des acteurs essentiellement américains qui ont 3 à 4 longueurs d'avance quand même sur le sujet et à un moment donné, même si on ne veut pas qu'ils soient incontournables ou que l'on tourne la tête, ils sont là et l'offre est pas si inattractive que ça. Simplement, aujourd'hui, ils sont estampillés
américain, et on sait toutes les tensions qu'il y a aujourd'hui autour de... Les espoirs dans tout ça, c'est aussi d'imaginer des négociations différentes aussi au niveau international avec ces acteurs, où il n'y aurait pas tout ce monde qui se braque, où il y aurait ceux qui comprennent la posture de nos organisations européennes, et du coup de travailler avec. Ouais. Et donc, d'arrêter, du côté vraiment des GAFAM et tout ça, arrêter cette structure de dire, nous sommes les rois du pétrole et c'est comme ça. Il va y avoir Ils sont en train de réagir, hein. Ils sont en train de passer à la contre-attaque, et d'ailleurs avec un petit peu de, je sais pas comment on peut appeler ça, de souveraineté washing, non ? Oui, bien sûr. De s'associer avec des acteurs locaux. C'est une manière de bouger. Oui, mais est-ce qu'un cloud Amazon ou Google, sous prétexte qu'il est associé à un acteur européen, devient un cloud souverain ? Je pense que des progrès sont en cours et seront de plus en plus seront faits pour avoir un partage du monde plus équitable, parce qu'on arrive à un point de nos retours, parce que sinon c'est chacun reste chez soi et on va dans la caverne. Donc il y a vraiment certes il y a les rois du pétrole comme je disais, mais le monde économique est complexe et varié, et je pense que se couper de l'Europe ne convient à personne. Mais je pense qu'on s'arrêtera là sur ce sujet. Non, mais c'est vrai, quand on oppose souvent, j'ai l'impression, au fil des interviews que je peux faire à droite ou à gauche, on oppose les États-Unis à la France et pour cette question de souveraineté, mais on ne parle pas de l'échelon européen entre les deux. Parce que chaque pays membre, malheureusement, joue sur son propre jeu. Voilà. Il n'y a pas une unité. C'est le constat. C'est pour ça que le retard n'a jamais été rattrapé jusque-là. Le constat est triste. L'ambition de l'Union européenne sur le papier est très forte. La traduction aujourd'hui peine à se faire. Ouais, alors... Soyons clairs. Après, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Il y a une volonté de réglementation. Pourtant, on est super fort en réglementation. On est super fort en réglementation. On essaie quand même, et il faut reconnaître ça aux législateurs européens, de créer un espace qui soit le plus sûr possible pour l'ensemble des acteurs. Maintenant, la manière dont on va pouvoir faire de cet espace sûr un avantage concurrentiel et une réalité va prendre du temps et va prendre de l'énergie à l'ensemble de ceux qui participent à la création de cet espace. Entre ce qui peut se discuter à l'échelon européen et puis ce qui devient effectif au niveau des entreprises, il y a des délais, il y a de la distorsion, il y a des... Il y a des délais, il y a de... Vous avez un exemple ? Regardez juste le RGPD qui a maintenant quand même presque 10 ans. Le RGPD, on a déjà dit 2016, et mise en application, full application et full enforcement en 2018. Donc il y avait déjà cette conscience qu'en 2 ans, il fallait que tout le monde se mette à peu près au carré sur le sujet. Okay. Donc on voit bien Donc ça, c'est plutôt un bon exemple. Non ? C'est un très bon exemple. On voit bien plus que... Il a fallu 2 ans, mais ça a bien marché à l'arrivée. Mais ça a bien marché. On voit que les principes de cette réglementation sont quand même repris dans plusieurs pays, notamment ceux qui ont quitté l'Union européenne, qui, dans leur traduction législative nationale, ont repris quand même un certain nombre de grands principes du RGPD. Donc on voit bien qu'il y a une pertinence dans ce que l'Union européenne met en place. Après, cette pertinence-là, il faut l'accompagner d'un dynamisme qui permette de faire en sorte que les délais ne soient pas trop longs pour avoir quelque chose qui soit un petit peu solide et sur lequel on puisse, nous, acteurs économiques, vraiment s'appuyer. Et c'est là le problème, c'est ce deuxième dynamisme économique où il n'y a pas une seule autoroute à prendre tous ensemble, mais il est multiple, parce que les besoins économiques sont locaux, malheureusement, et différents d'un pays à l'autre. Là, le nerf du sujet est là, et ça ne sert à rien d'attendre. Cette diversité entre les États ne va pas s'effacer. En termes de réglementation, on parlait tout à l'heure de cybersécurité, il y a le NIS 2, là, où est-ce qu'on en est
de ce truc-là? Je dis ce truc-là. Alors, ce truc-là est une directive. Ouais. Donc, qui dit directive, à la différence du règlement, le règlement est d'application directe, la directive nécessite une transcription en droit national. Donc, nous attendons que l'Assemblée nationale française, il y a un texte qui est en circulation entre l'Assemblée et le Parlement, mais que le texte définitif de transcription de Nice 2 soit définitivement voté par le Parlement. Et là, on n'a pas de visibilité, pas d'échéance. Et alors, aux dernières nouvelles, mais peut-être les choses ont-elles changé dans les dernières heures, non, la visibilité est pas très, très claire et je ne crois pas que ce sujet soit à l'agenda de la session extraordinaire qui s'annonce. Donc, voilà. Après, le gouvernement gère ses priorités, on peut tout à fait entendre qu'il y en ait d'autres. Néanmoins, il y a d'autres pays qui sont plus avancés que nous dans la transcription. Je crois que je vais dire des bêtises, donc je vais m'abstenir. Excusez-moi, mais il y a des pays qui ont avancé un petit peu plus vite. Il y en a qui sont pas plus avancés que nous, mais on voit bien qu'à un moment donné, si on veut qu'une législation ait une efficacité, il faut aussi qu'elle soit mise en place. Et il faut aussi qu'elle soit mise en place rapidement, parce que plus on tarde, moins elle est... Pour une législation, ça va faire un peu bizarre, mais moins elle est time to market. Donc moins elle est pertinente par rapport à l'environnement dans lequel elle a été construite. Ça, on le voit un peu avec l'AI Act sur l'intelligence artificielle, non ? Où on a conçu on a été très très rapide à légiférer. Du coup, on a serré la vis à mort, et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'on l'a peut-être un peu trop serré et que c'est pas très bon pour les startups IA européennes. On est dans ce cas-là. Vous avez du pain sur la planche, messieurs, dames. Il y a du boulot. Il y a du boulot, en effet. Est-ce que, malgré tout, ce contexte, même contraint, peut être moteur d'opportunité quels sont les points positifs à tirer de tout ça ? Quand Arnaud parlait de toute cette panoplie de législation, moi, je trouve que les législations, pour y revenir dessus, c'est positif quand ça aide, quand ça oblige à faire des choses qui vont pousser en avant une entreprise, un secteur. Donc, il y a des législations qui sont nécessaires parce que ça fait, tant qu'elles sont dans un push de vraiment d'aller de l'avant, tout va. Je dis toujours, c'est ce dynamisme économique, malheureusement, qu'il faut booster. Au niveau européen, il n'y aura pas un seul et unique dynamisme économique parce que les besoins de chaque pays sont particuliers. Mais je pensais, en écoutant Arnaud, vraiment, parce qu'il faut revenir sur les choses positives quand même qui ont été faites. Et j'ai l'impression qu'on ne parle plus de France 2030, qui a quand même été un vrai levier. Ouais. Alors, je ne veux pas revenir sur les critiques du projet, tout ça, mais n'oublions pas que ce projet a quand même permis à pas mal... Je reviens aux startups françaises, qu'on est un pays qui est tellement effervescent en créativité. Ça a quand même permis de lancer pas mal de projets, d'aider pas mal de jeunes entrepreneurs dans le numérique, dans la cybersécurité. Donc, je fais un appel pour qu'on soutienne ce genre de projet, qu'on certes... Il faudra un petit update de France 2030. Absolument. Prochain rendez-vous à Ready 2026. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'il faut vraiment ne pas oublier dans tout ce qui est les besoins réglementaires, il ne faut pas oublier l'économie, c'est les marchés qui mènent nos organisations, qui mènent nos sociétés, et ces projets-là, il faut les booster de plus en plus, il faut les admirer parce que ça donne à lancer à avoir des esprits du numérique qui ne partent pas chez les autres. Et oui. Autre sujet, alors là, la fuite des cerveaux, le vaste sujet qu'on va pas aborder juste maintenant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Maria Iacono, directrice de l'événement Ready for It, édition 2025, et on se retrouve en 2026. Dans un an. Voilà. Tout juste. Et Arnaud Philippe, directeur qualité et sécurité chez Médiamétrie, et puis membre du comité éditorial de l'événement Ready for It. Important. Merci beaucoup.